Salut Angelo, comment ça va? Hey, what's up, Alex? Ça va, oui, Ça va extrêmement bien. good. Euh, je suis content de t'avoir, Angelo. On en parlait juste avant de commencer à enregistrer. Je suis content de t'avoir parce que euh, je me sentais seul dans ce sujet qui est la sobriété, l'abstinence et le rétablissement. Il y avait quelques collègues à moi dans cet écosystème-là des balados, des podcasts qui en parlaient, mais de voir arriver un projet, j'allais dire, étoffé, verni. Tu sais, votre projet est beau. Puis pour les gens qui écoutent le projet qu'Angelo j'allais dire, pilote avec Marie-Pierre et Jean-Claude. C'est un projet qui s'appelle Grain d'espoir. C'est un autre balado, un autre podcast que vous pouvez trouver en vidéo, en audio, un peu comme le mien qui est seulement en audio, mais Angelo a trouvé une équipe, une équipe olympique qui l'accompagne pour produire ça avec la vidéo. Puis je parlais de l'effort que ça prend là, pour faire ça. Fait que félicitations pour ça, d'abord et avant tout. J'écoute religieusement ce que vous sortez, puis c'est extrêmement intéressant. Vous le segmentez, vous l'abordez avec des sujets particuliers. Puis moi, ça, c'est quelque chose que je fais. Les gens qui écoutent mon podcast savent que je le fais dans le temps des fêtes. Je le fais pour certaines occasions. Euh, je l'ai fait pour la pandémie quand ça a commencé. Je l'ai fait aussi à répétition là, pour le temps des fêtes. Là, on prend différents sujets puis on les aborde en gang. Euh, mais vous autres, c'est un peu le véhicule de votre podcast, puis je trouve ça super intéressant. Fait que félicitations pour ça d'abord et avant tout. Félicitations aussi pour Grain d'espoir vient avec un projet de levée de fonds autour de la vente de café en participation avec l'équipe de Brassard, le torréfacteur. Ça aussi, c'est vraiment une belle initiative. Puis encore une fois, je pense que ça va bien aussi, ce projet-là. Fait que je vraiment ça aussi. Fait que je te lève mon chapeau. Grain d'espoir, faites vos recherches. Si vous allez sur Rubino Shoes, Grain d'espoir, vous allez trouver où acheter le café. Écoute, je connais le pitch au complet. Angelo, je sais aussi que vous avez des points de vente sur la rive sud dans certains supermarchés. Donc, n'hésitez pas à aller chercher ça. Les dons, en fait, votre achat est presque intégralement remis à différents organismes qui aident au rétablissement, dont des centres de thérapie, des centres d'aide pour ados et pour adultes. Donc, euh, j'ai fait je pense avoir fait le tour, Angelo, à moi. Donc, Angelo, parle-moi du projet Grain d'espoir, s'il te plaît. Ben écoute, j'ai eu la chance d'aller en thérapie à la Maison Pellado. Fait que le lundi, je me présentais au meeting des anciens du pavillon Pierre Pellado. C'est un meeting qui se donne à Antique. Puis un beau lundi, j'ai eu la chance de rencontrer Marie-Pierre Morin qui, elle aussi, elle allait à la même réunion dans le fond. Elle est allée à la Maison des femmes. Fait qu'on s'est pas croisés en thérapie ou rien comme ça. Moi, j'ai fait ma thérapie il y a bientôt 4 ans. Fait que j'ai rencontré Marie-Pierre, puis on a commencé à discuter. Puis c'était dans le temps de la marche de la sobriété des maisons Pellado. Fait qu'on s'était dit qu'on pourrait peut-être faire je sais pas, on pourrait joindre nos forces puis faire quelque chose pour lever des fonds. Fait que l'idée, elle a commencé à germer de cette façon-là. Puis j'ai un autre podcast que je produis avec Francis Parent-Valiquette qui s'appelle Un espresso avec Angelo. Et ça donne que j'avais invité une de mes amies d'enfance, on est allé au secondaire ensemble, Anne-Sophie Brossard des Cafés Brossard. Fait que là, je reçois Anne-Sophie à mon podcast, je commence à parler avec elle, puis tout d'un coup, l'idée, elle m'est comme germée dans la tête. Je me suis dit, hey, le café, là, c'est la base du rétablissement. Tu sais, c'est comme, il y a pas, quand que ça va mal, qu'est-ce qu'on dit souvent, c'est, viens à la maison, viens prendre un café, on va parler. Mhm. Fait que moi, je sais pas, on dirait que ça m'est tout venu de façon assez comme naturelle, puis je connaissais Jean-Claude à cause de, quand je suis passé aux Maisons Pellado, il était intervenant là-bas. Fait que j'ai comme mis tout le monde ensemble. J'ai parlé avec Anne-Sophie. Elle était déjà impliquée avec les Maisons Pellado. C'est comme le café des Maisons Pellado et de la marche de la sobriété. Fait qu'elle elle connaissait la cause, elle connaissait c'était quoi la dépendance. Euh,
Ça s'est comme fait quasiment naturellement. Puis le but, c'était, on va en parler ouvertement, on va briser les tabous, on va briser le silence. Puis c'est ça que j'avais envie de faire, tu sais. J'avais envie de m'associer avec des personnes, puis d'en parler. Moi, je voulais que les gens voient un petit peu l'envers de la médaille, puis je voulais en parler en toute honnêteté, en toute authenticité. Puis j'avais aucune idée que ça allait prendre l'ampleur que ça allait pris, mais euh, Marie-Pierre, elle a adoré le projet. Jean-Claude, il a accepté immédiatement. Puis en quelques semaines, on a été capable de rassembler un fournisseur de café qui nous a développé un café pour nous. Mon équipe chez Rubino, je dois les féliciter et les remercier. C'est eux autres qui sont sortis avec le branding. Moi, j'avais aucune idée que ça allait s'appeler Grain d'espoir. Euh, puis pendant que j'étais à Hawaï, mon équipe, eux, ils travaillaient. Puis ils sont arrivés avec l'idée du nom Grain d'espoir. Et l'agent de Marie-Pierre, l'équipe à Marie-Pierre, ils ont adoré. Dans le fond, c'était pour semer une graine d'espoir, un grain d'espoir. Et je sais pas, c'est arrivé vraiment comme ça, Alexandre. Il y avait rien, il n'y a pas eu des années de planification. C'était comme, j'ai rassemblé plein de beaux mondes. Je pense que ça, c'est une de mes qualités, d'être rassembleur. Puis je pense que les gens ont été surpris par mon efficacité parce que j'ai été capable de joindre plein de monde ensemble. Comme exemple, on en a parlé tantôt, mais Francis Parent-Valiquette, c'est lui le producteur. Fait qu'en fait, c'est lui qui travaille le plus dur sur ce projet-là parce que moi, là, j'ai le beau jeu, hein. Alex, je viens m'asseoir, puis je viens Ben avoir une oui, conversation sur un sujet que j'adore, qui est le rétablissement. Quand c'est fini, là, je me lève, puis that's all, mais lui, il passe des heures et des jours à monter ça. Puis comme tu sais, quand c'est visuel et audio, c'est toute une technique, là. On a non, excuse, on a 5 caméras. Il y a on est souvent quatre alentour de la table. Fait que là, tout l'audio, moi, je connais rien de ça. Francis, il m'a invité une fois à venir m'asseoir avec lui. Donc oui, c'est un projet qui coûte cher. Puis je suis content puis chanceux parce que c'est ma famille qui a décidé de supporter le projet. Puis je pense que pour eux, ben, ils se disent, ben, si ça garde Angelo dans le droit chemin, why not? Fait que c'est un petit peu ça absolument. l'idée, dans le fond, Alex. Je sais pas si ça te parle, mais toi, ton projet là, qui est merveilleux d'ailleurs, je suis un fan. Euh, Tu dois sûrement le faire un petit peu pour toi aussi parce que ça doit t'aider. Ah, ben, égoïstement, je te répondrai, Angelo, que ça le fait presque plus pour moi que je suis capable de te dire que ça le fait pour d'autres. C'est-à-dire que j'ai un feedback. J'ai eu à plusieurs moments des gens qui m'ont écrit en privé pour me dire comment est-ce que ça les gardait abstinents, puis que ça les aidait, mais très égoïstement, tu sais, puis encore, on en parlait avant de débuter l'entretien à propos des épisodes en anglais, tu sais, puis je l'ai fait euh, un peu, j'allais dire, de force, dans le sens que j'avais de la difficulté à me trouver des invités francophones, puis je suis allé à l'extérieur de la région du Québec. Mais ce que ça a fait aussi, ça m'a ouvert l'esprit de façon exponentielle. Tu sais, j'ai parlé avec des gens qui avaient une approche complètement différente, puis à un point tel qu'aujourd'hui, euh, j'aspire à parler à des gens que les troubles sont des troubles alimentaires. J'aspire, parce que l'approche de l'abstinence est assez différente, mais il reste que c'est une dépendance quand ta dépendance est à la nourriture. Euh, mais contrairement à nous, où est-ce que c'est l'alcool et les drogues, ben, eux ne peuvent pas s'abstenir complètement parce qu'ils vont mourir. Ils doivent manger. Hey, c'est tellement bon qu'est-ce que tu dis là. Ça me parle parce que je vais pas te cacher que j'ai fait une réunion OA. OK? J'étais allé dans une réunion OA pour la première fois de ma vie. Ça, c'est Outre-Mangeur Anonyme. Puis je me suis dit, j'ai envie de faire une réunion. Puis après ça, il y avait comme un moment de discussion. Puis là, je me suis comme dénoncé. J'ai dit, hey, moi, là, je veux juste savoir, vous, là, votre problème, c'est la bouffe. Je dis, mais Mhm. là, tu peux être abstinent de manger? Comment vous faites? Puis là, il y avait plusieurs femmes. C'était tellement merveilleux parce que c'est le même processus que moi puis toi pour l'alcool, la drogue ou peu importe. Puis eux autres, c'était la nourriture. Puis ils m'ont expliqué comment ça fonctionnait. Puis je te garantis qu'éventuellement, on va avoir un épisode spécial à Grain d'espoir sur la nourriture. Parce que je trouve que
C'est un autre dépendance qui est quand même assez tabou parce que souvent on dit aux gens, ben, mange mieux, puis mange moins, essaie d'être contrôlé, mais combien de fois, moi, je me suis fait dire ça, que dans le Ben fond, c'est oui. parce que j'avais pas de contrôle ou pas de volonté. Mais là, t'as pas le choix de manger 3 fois par jour au moins, là. Fait que c'est dur de se contrôler. Moi, si je prends mon premier verre, je pourrais pas arrêter. Fait que là, imagine-toi, Oui. tu prends ta première bouchée de je sais pas quoi, essaie d'arrêter en plein milieu parce que t'en as assez mangé. Donc, c'est très complexe, tous ces sujets-là. C'est Puis la dépendance, très je trouve fou. que c'est tellement un beau sujet. Oui, puis tu sais, Yes. tu sais, les relations malsaines avec l'alimentation, je trouve ça fascinant. J'ai eu Rose, qui est dans mes premières rencontres, qui était quelqu'un qui avait quitté des sectes, mais il y avait quelque chose dans euh, tu sais, dans le fond de son baril à elle. Il y avait quelque chose dans lequel je me reconnaissais. Puis j'aspire éventuellement à parler à des gens qui font le straight edge, l'espèce de mouvement punk qui est né dans les années 60 ou 70, euh, autour de quoi il y a l'abstinence de tout, tu sais, l'abstinence des drogues, de l'alcool, certains du sexe, certains de... le mouvement straight edge, c'est un mouvement très, très particulier, euh, unique. J'ai eu, là, je ne veux pas me tromper, c'est soit Marc-André ou Jean-François, j'ai eu un de mes invités qui était influencé par le mouvement straight edge. Il y a certains bands de musique punk rock qui s'affichent comme étant straight edge. Il y avait un lutteur qui s'appelait CM Punk qui portait les symboles du straight edge un peu partout. Là. C'est un symbole qui est reconnaissable. Euh, et donc, je serais curieux de parler avec un vrai, là, tu sais, le real deal straight edge pour connaître plus. Donc, le podcast, effectivement, c'est ce que ça m'amène. Ça m'amène à d'autres horizons, d'autres options, d'autres approches. Comme j'aimerais parler avec quelqu'un qui fait ce qu'il appelle le Cali Sober, là, évidemment, tu vois, comme le Cali Sober, il y a 1 an, c'était intéressant peut-être de rencontrer quelqu'un qui était Cali Sober. Pour les gens qui écoutent, Cali Sober, c'était ceux qui disaient je vais m'abstenir de tout, mais je vais consommer du cannabis pour rester abstinent. Euh, donc, beaucoup de vedettes, je pense à Miley Cyrus, si je ne me trompe pas, et Demi Lovato faisaient les éloges du Cali Sober. Récemment, une de Mhm. ces deux-là, je ne suis pas sûr laquelle, ou peut-être même les deux, on dit que finalement, ils n'étaient pas adeptes du tout. Mais en même temps, je suis curieux de parler avec ces gens-là. Tu sais. Je suis curieux de parler avec des gens qui décident parce que si ton problème dans la vie, c'était la cocaïne, l'héroïne, le crack, l'alcool, puis des drogues qui peuvent clairement te tuer probablement plus rapidement que le cannabis, ben peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Tu sais. Moi, mon fond de baril, c'était le cannabis. Tu sais. L'alcool complétait, mais le cannabis, fait que j'aurais jamais pu faire probablement une overdose de cannabis, mais j'avais des crises de psychose qui me rendaient la vie infernale, tu sais, c'était invivable, tu sais. Euh, Fait que oui, pour répondre à ta question, ça me fait un bien incroyable, tu sais. Mais je te cacherai pas que ça rend maintenant mes relations avec les meetings un peu challengeantes Dans quel sens? à cause du cadre. Tu sais, parce que je m'assois avec toi, Angelo, puis on en a parlé avant, mais tu sais, le côté très échange casual qu'on va avoir, Mhm. maintenant, le meeting, je suis comme habité par le désir de poser des questions, d'en savoir plus, tu sais. Puis je peux pas le faire, tu sais, c'est quelqu'un qui Ouais. parle, même dans les meetings de discussion, tu peux pas avoir, c'est pas un dialogue, c'est quelqu'un qui dit comment il se sent, puis après ça, c'est quelqu'un d'autre qui dit comment il se sent, tu sais. Fait que Moi, je des pense fois, ça me... qu'un petit peu Ça, des deux, là, de. Excuse-moi, Alex. non, vas-y. J'allais dire que dans le fond, je pense qu'un mélange des deux, c'est bon parce que moi aussi, j'aime ça avoir des discussions, puis manifestement, j'aime ça parler aussi. Mais je pense que c'est le fun des fois de juste s'asseoir puis d'écouter. Ça, c'est une affaire que le rétablissement a permis de me faire réaliser que des fois, c'est mieux de arrêter de parler puis juste d'écouter un peu. Fait qu'un meeting, c'est bon pour ça. Tu sais, il y a comme
genre d'état un petit peu méditatif quand tu es dans une réunion. Fait que je trouve Oui. que les deux, c'est tellement différent, mais c'est sûr que si j'avais le choix de choisir de faire un podcast ou d'aller juste dans des meetings, je pense que je préférais de faire des podcasts. Ça me permettrait de rencontrer plus de monde. Puis tantôt, on a parlé des différentes méthodes. Mais vu que je fais moins de meetings, ben justement, maintenant, j'ai un sober coach. Puis j'ai trouvé ça tellement merveilleux parce que là, j'ai comme 1 heure avec quelqu'un qui est dans le milieu pour parler, tu sais, de mes Mhm. affaires. Puis c'est le fun d'aller dans un meeting, mais des fois, c'est le fun de pouvoir parler un peu plus de soi-même puis d'aller en détail. Fait que ça, c'est cool, tu sais. C'est le fun d'avoir les moyens de pouvoir faire ça aussi parce que, encore une fois, c'est pas gratuit, mais c'est le fun d'avoir une ressource comme les réunions anonymes que peu importe t'es qui, peu importe combien tu as d'argent, ben tu peux juste aller t'asseoir dans une salle puis on va t'offrir un café puis tu peux écouter la réunion puis c'est gratuit puis ça va toujours l'être. Je trouve ça qui Absolument. est cool des réunions. Et peu importe tu sais, c'est important aussi que les gens sachent, peu importe t'es où, peu importe t'es quelle heure, Ouais. peu importe t'es quand dans l'année, sois assuré que à 1 heure près, il y a un endroit qui va t'accueillir. Et même si tu ne comprends pas la langue, même si tu ne comprends pas le, 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 le protocole, j'utiliserais, là, mais tu sais, le gabarit ou le template pour l'anglicisme de ce meeting-là va être le même partout à travers le monde, tout le temps. Fait que c'est fou. Tu sais, je te disais tantôt que j'étais allé à Haïti à quelques fois, puis on parlait des meetings aux États-Unis. Les meetings aux États-Unis, c'est pareil comme ici. Il y a une approche un peu différente, mais c'est très, très semblable. Et quand j'étais allé à Haïti, j'ai passé tout près d'aller en faire un là-bas, un meeting AA. Mais c'est juste pour dire que je suis allé sur le site de Alcooliques Anonymes International. Je suis allé à Haïti, puis il y avait 4 meetings dans la semaine juste pour Alcooliques Anonymes. Tu sais. Euh, Wow. donc, pour un pays du tiers-monde, là, tu sais, c'est pour dire. Là. C'est incroyable. C'est cool. Je Tu sais, veux. moi, j'ai fait une croisière. Puis il y en avait sur la croisière? Ah ouais, c'est ça. Donc, tu sais, sur l'horaire du jour, des fois, tu vois comme des activités. Puis là, à tous les jours, à une certaine heure, c'était écrit Friends of Bill and Bob. Là, je me Wow! suis dit, hey, ça se peut-tu que c'était une réunion? Mais check this out parce que pour vrai, apparemment, dans toutes les croisières, il y a un moment dans la journée pour des gens qui veulent se rassembler. Puis dans le fond, tu vas t'asseoir dans la salle, puis si quelqu'un se présente, ben, tu peux avoir une discussion avec un autre alcoolique en rétablissement. Ah, c'est génial. Puis pour les gens qui savent pas c'est quoi, là, on va dire, toi, tu es sur la croisière, puis tu vois Friends of Bill and Bob, ben, tu te dis, ah, c'est pas pour moi, c'est pour les amis de Bill puis Bob. Et peut-être qu'il y a une fête privée pour Bill puis Bob. Fait que tu y vas pas, mais si tu es un alcoolique, ben tu sais c'est qui Bill puis Bob. Absolument, c'est génial. Mais c'est là que c'est incroyable. Tu sais, puis en fait, encore mieux, pour les gens qui écoutent, Bill et Bob sont les cofondateurs de Alcooliques Anonymes. Alcooliques Anonymes est euh, un peu les piliers de fondation de toutes les autres centaines de fraternités qui portent anonyme à la fin et ils vont s'être inspirés de Alcooliques Anonymes. Les premiers, c'est Alcooliques Anonymes. Dans les faits, historiquement, il y avait un groupe qui s'appelait le groupe Oxford, duquel Bill Watson s'est inspiré pour créer Alcooliques Anonymes avec Dr. Bob. C'est pour ça qu'on dit que c'est les amis Bill et Bob. Euh, et donc, Bill, qui avait déjà connu un groupe qui était le groupe Oxford, mais qui était un groupe très religieux, très dur dans leur approche sur l'abstinence et le rétablissement. Et en rencontrant le Dr. Bob dans un moment de détresse, ils ont développé la méthode qui va éventuellement devenir la méthode d'Alcooliques Anonymes. Ils vont aussi développer une littérature et éventuellement d'autres gens qui étaient atteints d'autres dépendances, dont par exemple les narcotiques, qui a donné Narcotiques Anonymes, mais Angelo, on parlait tantôt de outre-mangeurs anonymes ou les outres anonymes, la dépendance affective anonyme, héroïnomane, cocaïnomane et j'en passe. Et l'origine vient de ces deux individus-là qui étaient Bill Watson et Dr. Bob.
Et donc, c'est pour ça que, de façon très anonyme, on va retrouver une réunion pour les amis de Bill et Bob, ce qui est très, en anglais, ils vont dire clever, très, très brillant. Euh, dans chaque épisode, surtout depuis 2 ans, je demande aux gens comment ils vont, puis je veux pas oublier de te le demander, comment tu allais, mais surtout dans le contexte de la pandémie, comment vas-tu justement là, depuis ces 2 années-là où est-ce que notre vie a été chamboulée? Ben écoute, moi, je suis dans l'industrie du détail, de la vente au détail avec ma famille. On a des magasins de chaussures. Fait que c'est sûr que j'ai passé par toutes les émotions. Là. Si je me rappelle, début mars 2020, là, tu perds pas mal tous tes repères. Les magasins sont fermés. Euh, Ça a été beaucoup de challenges. Euh, mais quand je regarde en arrière, je réalise que j'ai tellement appris durant 2 ans. On dirait que euh, pour moi, il y a eu comme... J'essaie de focuser sur les choses positives, mais il y a eu tellement de belles choses qui se sont passées. Euh, Tu sais, j'ai pris un jeton de 2 ans puis 3 ans d'abstinence par Zoom, dans des Hmm. réunions Zoom que, d'ailleurs, j'aurais jamais pensé faire une réunion anonyme sur Zoom. Et je sais pas, j'ai réussi à tenir le fort. Tu sais, j'ai vu bien du monde dans mon entourage de rétablissement s'enfarger, tomber. Ça a été une période difficile pour les alcooliques ou pour les dépendants en général. Puis, mais moi, j'ai essayé de faire le contraire. J'ai commencé à être plus actif. J'ai commencé à faire de la course à pied avec Francis, qui est le producteur du podcast. Euh, je sais pas, je me suis découvert quelque chose que je savais pas qui existait. Ça s'appelle des hobbies. Ouais. Parce que quand tu consommes, ben, la consommation peut prendre beaucoup de temps dans ta journée. Fait que tu n'as plus bien d'activités autres que ben, souvent le travail, consommer, la famille, mais il reste pas beaucoup de place pour des me moments. Fait qu'on dirait que ça m'a permis de prendre plus de temps pour moi puis faire plus de choses que j'aime. Et en fait aussi, découvrir c'est quoi qui aime Angelo, tu sais, parce que je savais pas vraiment c'était quoi mes goûts. Tu sais, c'est quelque chose d'assez drôle, hein. On dirait que quand on arrête de consommer, ben on essaie de réapprendre à vivre comme ou d'être plus fonctionnel. Donc ça a été comme assez drôle. Puis je te dirais que pour répondre à ta question, ça va bien. Oui. Non, mais tu sais, souvent, j'en parle beaucoup de ça. Je suis fatiguant avec ça sur le podcast, mais tu sais, là, il y a eu tu sais, récemment le suicide de Karim Ouellet, tu sais, qui s'est avéré, en tout cas, à ce que je sache, là, ce qui s'est avéré à être malheureusement plutôt directement relié à l'effet de la pandémie sur l'anxiété, sur la dépression. Tu sais, c'est ce que j'en ai compris, du moins. Là, puis, tu sais, toutes mes excuses si tu sais, j'ai manqué, mais ne serait-ce que l'idée que ça, la pandémie exacerbe les sentiments anxieux, dépressifs, agoraphobes dans la vie, tu sais. À un moment donné, puis j'ai encore eu pas une engueulade, mais tu sais, mon père et moi se sont astinés pas mal samedi dernier encore, tu sais, autour de le contrepoids qu'a les effets négatifs au niveau de la maladie mentale, tu sais, et les effets de protéger la santé des gens de la pandémie. Puis ça me. Il y a quelque chose qui m'inquiète énormément là-dedans, tu sais. Puis c'est pour ça que je leur demande comment les gens vont. Non seulement comment les gens vont, mais comment eux, ils perçoivent autour d'eux. Tu sais, tu m'en as parlé, là, que tu as vu des gens en détresse, des gens s'enfarger, des gens en arracher. Tu trouves ça dur, être à la maison, puis avec du me time, il y en a pour qui c'est. Il y en a pour qui c'est une bonne nouvelle, puis il y en a pour qui c'est tough, là, soudainement, là, de ne pas se perdre dans un magasin, justement, ou devant une bonne bouffe. Fait que, je me demande, il est où le Ouais, trash? nous autres, on a été chanceux parce que, tu sais, comme on a
magasin on vend en ligne aussi, on a un e-commerce. Puis on a été tellement occupés que on travaillait beaucoup. Fait que ça occupe la tête. Puis déjà, à cause que je suis en rétablissement depuis bientôt 4 ans, déjà, je sortais beaucoup moins que je sortais avant. Bien sûr. Fait que tous ces genres d'événements-là, d'aller dans des... ça m'arrivait déjà pas ou très peu. Puis mes seules sorties de la semaine, c'est quand je sortais aller faire une réunion. Mhm. Puis il y avait 2 moments dans la semaine que j'aimais ça me retrouver entre amis de rétablissement. Puis on s'en allait faire une réunion. Puis des fois, on allait à Val-David, là, à la maison où est-ce qu'on est allé en thérapie. Il y avait un super beau meeting. Veux-tu parler? Ça s'appelle un vendredi à Maison Pellado. Puis quand la pandémie a commencé, ben, cette réunion a arrêté. Ils ont fermé pour pas que, justement, il y ait des cas dans la maison de thérapie. Puis je peux dire que c'est plus ça qui m'a manqué que ben, les sorties, les restos, Mhm. les autres choses. On dirait que c'était un moment que je prenais pour moi. Tu sais, on se rejoignait entre gars de rétablissement, là, des chums de... Puis on partait, puis le temps qu'on descendait de Montréal à Val-David, 45 minutes, on jase de rétablissement. Là, on allait à la réunion, c'était une réunion partage. Après la réunion, il y a la after meeting. Puis là, on Ouais. parlait jusqu'à 11 heures. Ça me manque vraiment, tu sais. Puis on dirait que ces amis-là, ben depuis ce temps-là, on a slacké un peu, on se parle un petit peu moins, on se voit moins souvent. Pas autant qu'on aurait voulu. Fait que ce contact-là humain, moi, ça me manque. Moi, j'aime ça, rencontrer du monde. J'aime ça. Je suis très sociable, je pense. Fait que ça m'a manqué. Puis je pense que c'est ça dans les 2 années qui a été difficile. C'est que les rapports humains ont changé. Puis j'espère que ça va revenir comme J'es- avant, disons, à 100%. Là, tu sais, comme... J'espère tellement. Tu sais, moi, j'ai 3 amis, on est 4 qui se réunissions, puis que, tu sais, soit on loue un chalet, puis on joue à des board games, puis tout ça, puis on est 2 qui sommes des membres et 2 qui sont pas membres. Euh, Puis on trouvait toujours le moyen de vraiment avoir du fun ensemble. Puis là, ça, tu sais, depuis 2 ans, on a mis ça sur la glace. Puis c'est très drôle parce que cette semaine, un autre membre qui est ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait plus de 10 ans, on s'est écrit en disant Chris, qu'on a hâte de se voir. Et là, c'est là que c'est très drôle. Ça n'a pas nécessairement rapport avec les meetings, mais là, on s'est dit, quand les restos rouvrent puis que les salles de cinéma rouvrent, on s'en va se taper une bonne bouffe au resto, puis on s'en va voir le nouveau Jackass ensemble. Tu sais. Fait que, tu sais, on a dit là, il faut aller se taper une soirée là, une affaire un peu détraquée tu sais, pour aller vraiment changer les idées pour vrai. Euh, ma gang d'amis, on veut effectivement le passer soit une fin de semaine dans un chalet ou. Puis c'est très drôle parce qu'il y a 3 semaines, ma blonde, à la dernière minute, est venue me voir. Ma blonde est 100 fois plus sociable que moi. Tu sais. Moi j'ai un fond un peu. Je travaille dans la vente, dans la vie. Tu sais, je travaille avec la clientèle. Donc, le soir, moi, Netflix and chill, c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout. Ma blonde, elle aime ça. Puis elle travaille aussi dans le service à la clientèle. Elle travaille dans la vente. Mais elle aime ça, elle continue ça, tu sais, les 5 à 7. Puis, tu sais, ma femme, c'est pas une membre. Puis, puis elle m'a dit, il y a 2 semaines, elle dit, garde, elle dit, un de mes meilleurs amis s'en va à Cancun passer une semaine. Elle dit, ça te dérange-tu si je pars? Tu sais, puis je connais assez ma femme pour savoir que euh, si elle veut s'en aller comme ça, c'est que, tu sais, euh, elle, il y a quelque chose là-dedans qui l'affecte plus que moi, justement dans son côté sociable, tu sais. Euh, Puis moi, j'ai fait, ben, let's go, tu sais. Puis là, c'est drôle parce que, tu sais, ils ont eu vraiment du fun, puis ils sont revenus de là, puis, tu sais, c'est une espèce de breath of fresh air, tu sais, vraiment. Euh, Puis, tu sais, pour moi, c'est comme, ben oui, tu sais, profite de ça. Puis, c'est la même affaire de mon côté. Tu sais, on parle de probablement essayer de louer quelque part pour justement recréer. Mais comme tu dis, d'après moi, ça va être long revenir à 100% de comment on était. D'après moi, ça va être très, très, très long. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui vont avoir été marqués par ça. Tu sais. Fait que ça va être dur de revenir à exactement comment c'était avant. Tu sais.
Ouais, je suis d'accord, c'est dommage. C'est très dommage. Angelo, chaque semaine avec mes invités, je leur demande un peu de rembobiner la cassette de leur histoire, tu sais. Puis dans ton cas, à toi, je vais faire la même chose, c'est-à-dire, tu sais, dans le jeune Angelo, là, tu me ramènerais ça à quel moment marquant que tu considères que ça a un peu marqué le Angelo adulte que tu deviendrais, tu sais, surtout dans le contexte, évidemment, de la consommation, mais est-ce que c'est ta consommation à toi ou c'est la consommation d'un autre qui va t'avoir affecté ou qui va t'avoir impressionné? Super bonne question, Alex. Pour ma part, il n'y a pas vraiment eu, tu sais, moi j'ai eu un petit peu ce sentiment-là d'être imposteur au début de mon rétablissement parce que, tu sais, j'écoutais des histoires, là, puis j'ai eu une bonne enfance, j'ai eu des bons parents, j'ai eu une bonne éducation, j'ai eu une bonne famille. Moi, la consommation, est venue très tard dans ma vie. Je te dirais, j'étais à l'université, je suis devenu avocat à 23 ans. Puis après mes études, là, je sais pas, il y avait ce sentiment-là que ben, je sais pas, j'avais réussi, j'avais du succès et je pense que tu sais, c'est une maladie d'ego, hein. Fait que Mhm. j'étais pas tellement à ce moment-là dans l'humilité. Puis je pense que l'humilité, ça n'a jamais été mon plus ma plus grande qualité. Et ben, c'est ça, comme étant jeune avocat, dans sa tête, on pense qu'on a réussi, puis on commence à profiter de la vie, je dirais, à savourer les choses Invincible qu'on un pense peu, que Angelo? Invincible? à 100%. Je pense que OK. c'est exactement ça le mot, là. Que on pense qu'on est invincible, qu'on va être jeune pour toujours, que le monde nous appartient. Tu sais, Tony Montana, The World is Yours. Absolument. Fait que je suis passé par là. Puis disons que c'est là que je suis venu en contact avec les substances. Puis c'est là que la consommation elle a commencé, disons, à être plus présente dans ma vie, tu sais, tout en étant toujours quand même fonctionnel. Tu sais, en allant Bien sûr. travailler des fois, je travaillais dans un bureau d'avocat, mais j'arrivais des fois un petit peu amoché, là, avec un petit peu, tu sais, avec une cuite de la veille, mais Bien toujours, sûr. tu sais, jamais comme manquer jamais manqué à l'appel ou de choses comme ça. Donc, tu sais, c'est assez progressif, je dirais. Et c'est ça, ça a été comme une lente progression, une lente descente aux enfers. Puis au départ, c'était le fun. Tu sais, la rencontre avec ça, ça a été pour moi que des bons souvenirs au début. Ça m'a permis de faire plein de rencontres. J'étais dans Est-ce que toutes les 5 à 7, 5 à 8, 7 à 8 événements, fundraiser, party. Tu sais, c'était une vie un petit peu comme ça, là, jet set. trois petites questions pour toi, Angelo. Est-ce que dans ta fratrie ou même dans ta famille, est-ce qu'il y avait des bons buveurs? Y avait-tu des gens que, tu sais, mettons, je sais pas moi, un oncle qui était, tu sais, un peu almost legendary known as le gars qui boit beaucoup. Est-ce qu'il y avait ça autour de toi? As-tu des souvenirs de ça? Il y en avait très peu. Tu sais, moi, j'ai un frère jumeau qui OK. n'a jamais consommé de sa vie. Fait que, tu sais, c'est un de mon frère jumeau. Euh, c'est sûr que nous, on est d'origine italienne. Je sais pas si tu savais, mais c'est quand même assez banalisé, l'alcool, hein. Oui. C'est, disons que on, on- je me rappelle de, tu sais, de mettre un petit peu de vin dans mon 7-Up. Tu sais, c'était en tant qu'enfant, là, tu sais, pour avoir de la couleur. Ça n'a Oui. jamais été comme, ça n'a jamais été très tabou, l'alcool. Je pense que c'était très accepté. Quand j'ai commencé à boire, je pense que, tu sais, c'était bien vu, là. Mais Pour moi, vous ça a été, apprenez aussi à boire plus jeune, n'est-ce pas? Tu sais, vous apprenez à cohabiter avec la boisson plus jeune.
Et moi, j'ai habité dans une maison où est-ce que on avait un cellier avec je sais pas combien de bouteilles, puis il y avait des spiritueux, puis tu sais, c'était tout à fait normal. Puis Mhm. j'arrivais pas à la maison, puis je me prenais un verre, là. Mais quand on fait un party, là, les Italiens, on prend un coup, puis solide. Mais le reste de la semaine, tu sais, Mais quand tu on dis n'était un pas du coup, genre d'arriver à Angelo, la maison puis prendre un. tu sais, quand tu dis un coup, puis, tu sais, je m'excuse juste parce que pour avoir des amis italiens ou avoir des amis européens, disons-le comme ça, là, euh, c'est très drôle Ouais. parce qu'hier, à une émission de télé avec Sébastien Diaz, il parlait de ça par rapport au défi 28 jours, tu sais. Et il parlait justement de l'Europe qui avait une relation peut-être plus saine avec l'alcool, ou est-ce qu'il y avait moins le phénomène de se torcher, tu sais, le vendredi avec, tu sais, on se la pète systématiquement. Euh, et c'était, c'est un metteur en scène, là, peu importe, qui disait que même dans ses visites en Europe, ils vont souvent te servir, mettons, un verre de vin, un verre. Ils vont alterner avec du vin et de l'eau, du vin et de l'eau pour justement t'apprendre à pas te torcher puis tu sais, te défoncer là, tu sais, avec la boisson. Euh, tu sais, est-ce que tu voyais des gens vraiment se péter la face ou c'était effectivement beaucoup de consommation d'alcool, mais sans nécessairement faire un fou de toi? Tu sais, je parle là, dans les fêtes, les festivités. Tu sais, moi, là, je te le dis parce que c'est à ça que je fais référence. Tu sais, moi, dans ma famille, là, quand il l'échappait, là, tu sais, vraiment, là, c'était tout sauf gracieux. Là, tu sais. Sur le côté de ma mère, c'était épouvantable. Là, Ouais. tu sais, moi. Je peux imaginer que, tu sais, nous autres, de mon bord, là, moi, l'expérience que j'ai eue, c'était souvent associé à une célébration. Puis, de mon expérience, euh, on buvait beaucoup, mais c'était le fun. Là. Tu sais, ça tournait jamais comme dans quelque chose de disgracieux, comme tu as dit. Fait que j'ai C'est pas eu ça. une relation comme bizarre avec l'alcool en grandissant. Puis, c'était toujours comme pour célébrer, pour se récompenser. Fait que ça a été beaucoup associé à ça, je pense, dans mon cerveau. Fait que ça a été une grosse dissociation à faire, tu sais. Parce que le réflexe, c'était belle journée aujourd'hui, est-ce qu'on prend une bouteille, est-ce qu'on pompe le champagne, est-ce que on vient de avoir une grosse journée, tu sais, je sais pas, on vient de battre un record de vente de je sais pas quoi. Ça a été très difficile de dissocier ça, ce moment-là, surtout un accomplissement à et la récompense, ça doit être comme un verre ou de l'alcool. Ça Absolument. a été peut-être plus difficile. L'autre question que j'ai pour toi, c'est tu me dis 23 ans, tu obtiens ton barreau. Euh, est-ce que tu étais un anxieux de performance? Étais-tu quelqu'un qui te mettait une pression incroyable sur toi? Parce que, tu sais, il reste que c'est. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de pauses là, si tu sors avec ta maîtrise et ton barreau à 23 ans. Ouais. T'as pas pris beaucoup de breaks dans ton adolescence, là. Non, c'est exactement ça. Alex, c'est exactement le fait que j'ai fini le secondaire, j'étais allé directement au cégep, j'étais très performant parce que je voulais avoir des bonnes notes pour pouvoir aller dans une bonne école. J'étais allé à l'Université de Montréal. Puis déjà à l'époque, mes amis appliquaient puis ils étaient refusés, ils étaient sur une liste d'attente. Fait que moi, quand j'ai été accepté, j'avais 19 ans. Peut-être que j'étais pas prête à 19 ans à aller en droit, tu sais. Fait que c'était très sérieux comme faculté, puis il y avait pas beaucoup de monde là-bas qui était là pour niaiser, là. Fait que je pourrais dire qu'on n'a pas eu des belles soirées arrosées, mais disons qu'on c'était trop focusé sur la performance et réussir. Puis Mhm. je pense que une des choses, c'est, tu sais, quand tu viens d'une famille d'immigrants, mon père il est venu ici, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'éducation. On dirait qu'on le fait beaucoup pour eux, the legacy, pour la famille. Fait que, tu Absolument. sais, je me rappelle quand je suis allé chercher mon diplôme, là, mon bac, mon grand-père puis mon père étaient dans la salle. Mon grand-père maternel puis mon père.
Puis, tu sais, j'avais jamais vu autant de fierté dans leurs yeux, tu sais. On dirait que je l'ai fait pour eux, là, tu sais. Fait que pour moi, je pouvais pas abandonner, là. Ça, c'est un de mes traits de caractère qui, dans la consommation, m'a pas aidé. Mais disons que quand je commence quelque chose, là, j'abandonne pas jusqu'à temps que je vais jusqu'au bout. Puis je suis par nature un peu excessif. Tu sais, quand j'aime beaucoup. Tout ce que je fais, je le fais beaucoup. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai appris à me connaître. Mais les comportements, là, je pense que je les avais, ça faisait longtemps, mais pas vraiment d'anxiété ou de choses comme ça. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde parmi nos fraternités qui vivent de ça. Puis moi, là, je sais pas, je vais toucher du bois, mais c'est jamais quelque chose que j'ai ressenti comme l'anxiété. Mais par contre, je peux dire que j'avais plein de peur. Ouais. La peur de décevoir, la peur de pas réussir, la peur d'être ridiculisé. Ça, c'est des sentiments que j'ai eus, puis je pense que j'ai encore beaucoup. Parce qu'ultimement, j'ai réalisé que moi, j'étais un grand sensible. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec le rétablissement, c'est que souvent, j'avais l'air impulsif puis colérique, mais finalement, c'est parce que j'étais tellement sensible, puis moi, là, ça sort de même, mais j'ai appris à me connaître. Tu sais, c'est ça que ça m'a amené, autant le programme que les différentes thérapies. J'ai fait 2 thérapies de 21 jours, puis j'ai pas été en thérapie pour apprendre à arrêter de consommer. Tu sais, je suis allé là-bas pour carrément apprendre à vivre, Ouais. apprendre à gérer mes émotions, apprendre à vivre sans consommer. Fait que je pense que c'est ça que ça m'a amené, le rétablissement. Puis aujourd'hui, je dis ça à des gens, là, puis je pense qu'ils me disent, il est fou, là, mais je leur dis, hey, je suis fier d'être un dépendant, je suis fier d'être alcoolique. Mais c'est un guidebook, là. Tu sais, c'est vraiment un livre d'instructions sur vivre. Tu sais, si t'étais pas vivable, puis si t'étais pas vivable, puis tu ne savais pas vivre, quand tu finis par mettre cette étiquette-là, il y a quelque chose d'intéressant parce que soudainement, on commence à te montrer comment devenir quelqu'un de acceptable, responsable et productif pour utiliser la littérature d'un autre Ouais, groupe. En même temps, tu sais, c'est des gens souvent comme moi en consommation, j'étais Ben égoïste. oui. Fait que moi, le programme, ce qui m'a appris, c'est comment devenir altruiste, comment être, tu sais, selfless, Oui. penser aux autres. Plus tu donnes, plus tu reçois. Puis Ben oui. oh my God, c'est comme quelque chose, ça, là. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Moi, je pensais toujours que fallait que j'en reçoive plus que j'en donne. Puis si t'avais pas quelque chose à me donner, là, comme toi puis moi, à soir, là, on n'aurait pas eu une conversation si j'avais pas quelque chose en retour, tu sais. Ben oui. Là, aujourd'hui, ma vision des choses, c'est euh, j'essaie d'en donner plus que j'en reçois. Puis on dirait que c'est fucké, là, mais j'en reçois plus que j'en donne. Ouais, puis tu y arrives jamais. Fait que je sais pas. Tu y arrives jamais. T'es comme, damn, tu sais, je veux. Non, il y a tellement d'affaires que je voulais dans ma vie, puis que j'essayais tellement fort d'avoir, puis j'étais pas capable. Puis on dirait depuis presque 4 ans, il y a des choses qui arrivent de façon naturelle. Puis, tu sais, tranquillement, pas vite, quand toi, tu changes, les gens alentour de toi commencent à Bien changer. sûr. Puis même les gens que t'aimes, mais que des fois, tu avais des relations un petit peu à couteau tiré, mais finalement, toi, tu changes, puis là, les gens autour de toi, ils commencent à évoluer. Fait que ma En relation fait, avec ma Angelo, famille soit il change, est mais tu sais, vraiment... soit il change, mais tu sais, je vais flipper un peu ça. Tu sais, mon ex, la mère de mes plus vieux enfants, quand je suis sorti de thérapie, après 1 an, ça a pris fin. Parce que, tu Bon. comprends, la dysfonction qui était préétablie dans notre couple, elle n'a pas survécu. Tu sais, parce que là, soudainement, je m'occupais de la vaisselle, je m'occupais du lavage, tu sais, je prenais mes responsabilités. Fait que là, tu sais, tout le jeu, par exemple, de le- 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 une des dynamiques, mettons, de couple de la culpabilité, ça ne fonctionnait plus. La dynamique de Ouais. ben, la culpabilité, c'en est un gros là, dans les couples dysfonctionnels, mais fait
Fait que là, je n'étais pas capable, tu sais, je n'avais plus besoin de ces munitions-là, ou en tout cas, ces munitions-là ne marchaient plus contre moi. Puis le couple n'a pas survécu. Fait que, tu sais, en amitié, c'est un peu la même affaire. Tu sais, quand tu te mets à. Tu sais, vois les gens s'éloigner. Tu sais, il y a des gens qui s'éloignent, puis que soudainement, ils veulent pas t'entendre parler de rétablissement ou ils veulent pas t'entendre parler de comment tu vas bien, puis tu te réveilles, puis tu es de bonne humeur. Tu sais, ça comme. Pas encore. Pas- Ouais, mais c'est ça. Puis, tu sais, faut être prudent parce que si je peux te parler un petit peu là, de mon parcours, c'est j'ai fait une première thérapie, puis en 2017, et j'étais pas vraiment prêt. Tu sais, j'ai fait une thérapie pour ma famille parce qu'à un moment donné, ben, ils ont découvert que j'avais un problème qui était beaucoup plus profond que qu'est-ce qu'ils pensaient. Et à un moment donné, suite de circonstances, on m'a conduit carrément, on m'a amené en Un genre thérapie. d'intervention, Puis Angelo? au départ, moi, j'ai eu le droit à une intervention familiale. OK. Puis, tu sais, je parle de quelque chose d'extrêmement personnel, puis j'en ai pas parlé souvent en dehors peut-être des salles, mais tu sais, j'ai eu le droit à l'intervention familiale, puis c'est la première fois de ma vie que je me rappelle que mon père m'a posé la question directement, puis j'ai répondu que oui, j'avais un gros problème. Parce que les autres, il y avait des soupçons, puis ils avaient entendu parler par des personnes que j'avais un problème de consommation, Je veux puis juste ouvrir la parenthèse, c'était Angelo. Je veux assez juste drôle. ouvrir la parenthèse. Tu sais, tu m'as dit que tu sortais avec ton barreau, puis tu vas me voir venir, là. Tu es sorti Oui, avec ton barreau, tu étais avocat, tu travailles dans un cabinet d'avocat. Qu'est-ce qui te ramène à la business familiale? super bonne question. Ben, en 2011, j'ai eu l'opportunité de réintégrer l'entreprise familiale suite à un rachat d'un partenaire. OK. On avait eu un partenaire pendant quelques années dans l'entreprise qui était une autre entreprise qui était plus grande que nous. Et à un moment donné, mésentente, puis on décide de racheter le partenaire puis de redevenir 100% en contrôle de l'entreprise familiale. Puis j'ai reçu un appel de ma famille puis ils m'ont dit il y avait besoin aussi de capital pour refaire Bien le. sûr. Puis je me rappelle qu'à ce moment-là, ben on n'était pas où est-ce qu'on est aujourd'hui, donc c'était quand même difficile. Et moi, j'ai décidé de quitter le bureau puis de tout miser sur l'entreprise familiale. Mon frère jumeau, Gérardo, qui était toujours impliqué avec l'entreprise familiale depuis le début, c'est d'ailleurs lui qui est le président aujourd'hui, puis il fait une fichue bonne job. Euh, C'était-tu convenient? on a décidé de Je te reprendre. pose une question un peu, peut-être un peu personnelle, puis c'est toi qui me. Tu me réponds, tu me réponds pas, là, ça, c'est toi. Ça t'appartient dans le sens que, je veux rien forcer, mais à ce moment-là, quand que ça arrive, est-ce que c'est convenient pour toi de te retrouver sous le parapluie familial par rapport à, mettons, où tu en étais dans ta carrière comme avocat, ou tu n'étais pas encore rendu là, dans ta consommation, dans tes agissements, dans qui tu Mais étais? disons que ça s'est accéléré par la suite, puis je vais t'expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose de réconfortant de retourner sous le parapluie familial. En effet, quand tu travailles dans un cabinet, ben, puis que tu es un avocat junior, on s'entend que tu fais pas tous les dossiers que tu as envie, tu dois faire des choses des fois, tu n'es pas ton propre boss. Tout Puis simplement. c'est assez difficile. Donc, quand tu retournes dans l'entreprise familiale, tu retrouves un certain confort, tu retrouves une certaine Bien flexibilité. sûr. Si je dis à mon frère, écoute, je fais le pas, je viens pas au bureau, il y a personne qui va me poser de questions. Là. Il y a pas. Mon père aujourd'hui, il n'est plus du tout impliqué dans les opérations de Rubino, mais même à l'époque, c'est pas du genre à dire, hey, t'es où? Quand on était plus jeune, oui, mais à ce moment-là, c'est différent. Puis nous, on a décidé de reprendre l'entreprise familiale puis de l'amener à un autre niveau. Puis, tu sais, il nous a fait confiance à 100%. Puis je pense que il a bien fait de miser sur la nouvelle génération parce qu'on a carrément amené l'entreprise à un autre niveau. Puis ça a été comme de fil en aiguille. Tu sais, ça a été succès après succès. Ça a été des bons moves qu'on a fait. On s'est lancé dans la restauration alors que les gens disaient la restauration, là, tu vas tout perdre. Puis on a eu beaucoup de succès. Fait que, tu sais, veux pas, t'es victime un petit peu de ça, tu sais. Ça devient une pression parce que euh, quand tu reprends une entreprise familiale,
les gens disent « Hey, t'es chanceux, tu sais. Ton père, là, il t'a donné ça. » Mais en même temps, c'est un couteau à double tranchant parce que tu as une pression. Si tu veux C'est tellement pas clair. planter, tu veux pas être celui qui va dire moi, j'ai pris J'ai ça puis détruit je l'ai amené l'entreprise à familiale. zéro. C'est ça. Tu veux pas être ce gars-là. Ouais. C'est ça. Tu sais, le legacy, là, c'est nous autres qu'on l'a détruit. Fait que nous, il y avait cette pression-là de vouloir vraiment réussir puis bien faire. Puis je pense que il y a eu beaucoup de bons moments puis aussi des moments plus Fait difficiles, que mais ce que tu me dis tu sais, aussi, Angelo, c'est comme deux axes qui se croisent. Pendant que tu participes à l'ascension de Rubino, toi, tu es dans une pente descendante dans ta consommation, dans les mensonges, dans les manipulations que tu fais pour pas que les gens autour de toi constatent justement que tu es dans cette pente descendante-là. toute ma vie, là, j'ai mis des masques. Puis j'ai jamais, ça a jamais essayé de faire paraître. Puis it was very convenient parce que l'année où est-ce que je reviens, là, disons 1 an ou 2, on commence une expansion. Donc moi, je m'occupais des opérations. Fait que là, quand tu ouvres 9 magasins dans une année, puis que c'est dans des régions éloignées, Mhm. disons, ben, j'étais toujours sur la route. J'étais toujours parti dans un hôtel à quelque part. Fait que c'est facile de l'échapper sans que ça paraisse. C'est facile de se cacher, de pas justifier, tu sais, pourquoi tu es rentré à la maison à telle heure. Fait que oui, c'était très convenient. Tu sais, quand tu as des magasins à Québec, tu peux dire, bon, il faut que j'aille à Québec, j'ai une urgence, j'ai un rendez-vous. Là, tu pars 2 jours, puis il n'y a pas personne qui va t'attendre à la maison. Mais comme il n'y a personne qui t'attend Puis là-bas, là-dedans, dans le sens qu'il n'y a personne qui dit à 9h15, voyons, t'étais pas ici à 9h, tout ça marche, c'est un shell incroyable. Tu as le shell de faut que j'aille à Québec. Ben oui, c'est vrai, Angelo, faut qu'elle s'occupe du bureau de Québec ou des magasins de Québec. Puis le magasin de Québec qui exact. t'attend pas nécessairement cette journée-là, ben si t'arrives à midi parce que tu l'as échappé la veille, aucun problème. Hey, Angelo, on t'attendait pas. Moi, j'ai été extrêmement créatif là-dedans, puis j'ai réussi à, tu sais, que ça fonctionne, puis que tout le monde était comme content. Puis je pense que ça amène pas juste du négatif à la Ben non. consommation. Des fois, tu deviens comme créatif, tu commences à avoir plein d'idées. Tu sais, des plans d'affaires à 5 heures du matin, puis à 3 heures du matin, j'en ai fait plein. Fait qu'il y a des affaires qui ont pu fonctionner, mais je pense qu'il y a une notion à un moment donné de la maîtrise de ta vie. Puis moi, j'ai réalisé que j'avais perdu la maîtrise quand toute ma journée s'était centrée sur la consommation. À quelle heure, où, c'est qui que je vais rencontrer, comment est-ce que je vais faire pour pas que ça paraisse. Fait que là, je vais aller au bureau un matin, je vais avoir une rencontre avec la famille, on va discuter, là, ils vont me voir, là, je vais pouvoir partir à 11 heures, là, ça va être ça mon excuse. Puis là, j'aurais pas à retourner avant mercredi parce que je vais dire qu'il a fallu que j'aille à telle place. Fait que c'était beaucoup de gestion. Finalement, ça devient ta job à temps plein, tu sais. Puis pendant ces années-là, disons, quand je reviens en entreprise familiale, quelques années plus tard, vu que je suis un gars excessif, je rencontre une femme, euh, elle devient enceinte, ou elle tombe enceinte, puis moi, je décide de me marier, mais je n'étais pas prête, j'étais en consommation. Euh, Fait que je fais plein de choix qui sont comme un peu erratic, sans trop penser. Puis finalement, je me retrouve dans un mariage où est-ce que je suis vraiment pas heureux. Puis là, je suis dans une entreprise familiale où est-ce que il y a eu beaucoup de travail durant ces années-là, donc j'étais souvent sur la route. Donc, j'ai pas envie de revenir à la maison non plus, là. Fait que tout ça, c'était comme une espèce de foutoir, là. Puis, une des choses que j'ai faites d'ailleurs après ma thérapie, c'est j'ai je me suis divorcé. C'est moi qui ai envoyé les procédures de divorce. Puis j'étais complètement disposé à payer peu importe qu'est-ce qu'elle disait, c'était pas un problème. Euh, J'avais un sentiment un peu de culpabilité, puis en même temps, c'était une Christie de délivrance, là. Euh, de finalement faire des choses pour moi, puis d'arrêter, on dirait, de continuer de vivre des choses que je pensais que c'est ça que les gens voulaient pour moi, tu sais. Dans ma tête, je me disais, ma famille, ils vont capoter si je me divorce. Ben Tu comprends oui. ce que Ben j'essaie de oui. dire?
Fait que j'ai vécu toutes ces choses-là. Là. Fait que s'il y a des gens qui disent là, le début, là, c'est quand tu sors, tu es sur le pink cloud ou je sais pas quoi. Moi, je n'étais pas sur le pink cloud. Là. Après ma deuxième thérapie, séparation, là, à ce moment-là, ma fille, elle a 2 ans. J'ai pas été très présent, on s'entend dessus. Puis j'essaie de reconstruire ça. Je décide de partir, puis je m'en vais habiter avec mes parents. Puis ça prend beaucoup d'humilité, là, on va dire à 33 ans, 32 ans, de retourner vivre avec ses parents. Puis je me sentais comme en sécurité parce que la personne qui faisait le plus peur, c'était Mhm. moi. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de vraiment mettre de l'effort dans mon rétablissement. C'est là que j'ai décidé de vivre le programme. Puis, tu sais, il y a tellement de choses qui se sont passées qui sont en même temps un peu inexplicables que j'aimerais te partager. C'est lors de ma dernière réunion là, en thérapie, le mardi soir, il y a une réunion à la Maison Pellado qui est une réunion AA. Là, le mercredi, je sortais. Et il y a un homme qui vient partager à Pellado, puis son nom, c'était Joe. Ce gars-là, il est venu sur ton podcast. Joe A. Wow. Ça dit quelque chose, Joe Ouais, Alvarez. C'est Higher Powered Academy. Parce que lui, absolument. il parle de rétablissement ouvertement. Fait qu'il vient partager à Pellado. Puis, est-ce que ça m'a comme. Son message m'a Rentrer comme dedans. vraiment rentré dedans. Non seulement je me suis reconnu, puis c'était en plein ce que j'avais besoin d'entendre avant de sortir parce que j'avais tellement de crainte et de peur. Euh, ben, ce gars-là, 2 semaines plus tard, j'étais à mon magasin au plateau Mont-Royal. Il y avait une vente trottoir. C'est le début de l'été. C'est fin mai, début juin. Ils font toujours un genre de sidewalk sale. Gros soleil. Là, il y avait plein de monde. C'est le party. Les gens commencent à boire. Puis moi, j'étais en pleine séparation, comme je t'ai expliqué. Puis ça allait pas bien. Puis là, je me suis juste dit, hey, ils m'ont dit de confier puis de demander de l'aide. Puis j'ai juste envoyé ça en haut. Puis j'ai dit, écoute, s'il y a quelque chose dans l'univers, si Dieu t'existe, si, envoie-moi un signe parce que moi, je sais pas si je vais être capable de résister. Il y avait trop de tentations, puis j'étais comme nouvellement Puis t'avais célibataire, soif, on va dire. Chris. Tout ça, ça Puis jouait dans t'avais mon... soif. Ouais, carrément. Puis il y avait près de 20 000 personnes sur la rue Mont-Royal. Je sais pas si t'es déjà allé dans Absolument. une J'ai vente déjà trottoir, là, habité mais coin de la Roche et Mont-Royal. Fait que je sais de quoi tu parles. OK, ben écoute, moi en ce moment, je suis Chambord C'est et ça. Laurier. OK. En ce moment, je suis au plateau, là. Fait que je, je regarde au coin de Mont-Royal puis Papineau, puis je reconnais Joe, le gars qui avait partagé il y a 2 semaines le mardi soir. Puis je viens juste de demander un signe. Fait que là, je suis parti, puis j'étais allé le voir, puis j'ai dit Hey Joe! Là, il a comme fait le saut parce que je l'ai comme surpris un peu, puis je suis quand même assez imposant. Je suis 6 pieds 3, 230 livres. J'ai dit Joe! Là, j'ai dit Je suis un membre. J'ai dit, j'ai besoin de ton aide. Si je t'ai entendu partager, je viens juste de finir une thérapie. Si ça va pas bien? Puis je sais pas, ce gars-là, il est tellement spirituel. Il m'a regardé, il m'a dit, viens ici. Non, non, non. T'as-tu un gros livre? Ouais. OK, si t'es sérieux, viens me voir jeudi à mon bureau à Laval. Il m'a donné son numéro, son adresse. Puis le jeudi, j'ai commencé à faire le travail dans le gros livre. Puis ça, c'était un petit peu comme on avait dit en pré-entrevue, là. C'était, tu sais, the old school way de faire tes 6 étapes tout de suite. Puis, tu sais, Joe, c'est ça qui m'a appris. C'était, les meetings, c'est vraiment le fun, mais c'est pas ça le programme. Il y a le programme, puis le meeting, ça te met de pratiquer le programme, mais il faut vraiment que tu suives les étapes, puis il faut que tu les fasses. Fait que à chaque semaine, là, on se rencontrait 2 heures. Fait que ça a été ça qui m'a aidé, Alex. Il n'y a eu rien d'autre qui pouvait m'aider que d'avoir rencontré un autre alcoolique ou un dépendant en Absolument. rétablissement, puis que cette personne-là a décidé de transmettre un message qu'elle-même, elle avait reçu de quelqu'un d'autre. Puis la seule condition que cette personne-là, que Joe m'a donné, c'est il faut que tu transmettes le message à un autre.
faut que tu me promettes que si je fais ça avec toi, il faut que tu le transmettes à un autre. Ça m'a tellement touché. Je me suis tellement senti comme, hey, là j'ai un hostie de T'as une but dans la vie. mission. Là, tu sais. Ben oui. Là, j'ai un vrai purpose. Là, j'ai une mission. Il y a quelqu'un qui m'a confié une mission divine. Puis là, j'ai le pouvoir de transmettre puis d'aider vraiment quelqu'un à s'en Changer sortir. la vie de quelqu'un Puis, comme quelqu'un l'a changé pour toi. J'ai ouais. une question pour. Puis j'ai eu la chance de J'ai une vivre ça. question. J'ai eu la chance de le vivre. Là. Vas-y, Mais excuse. j'ai une question. Qu'est-ce qui a fonctionné dans ta deuxième thérapie qui n'a pas fonctionné dans la première? C'est quand que je l'ai fait pour moi. Tout simplement. Quand je suis retourné en thérapie la deuxième fois, là, le 1er mai 2018, il était 7 heures du matin. J'étais en consommation, j'étais dans ma voiture, je conduisais. Puis je me rappelle que j'avais l'envie de mourir. Puis j'avais pas envie d'aller à la maison parce que je n'étais pas encore rentré depuis 24 heures. Fait que je voulais éviter une confrontation avec mon ex. Je voulais pas aller au bureau parce que là, s'il me voyait arriver comme ça, elle allait se dire qu'il allait voir parce qu'oublie pas, j'avais fait une thérapie 6 mois avant. Là. Ça a été 6 mois entre les deux. Fait que j'avais comme nulle part où aller. Puis il y a juste eu cette idée-là que c'était comme that's it, asti, I hope j'espère que c'est ma dernière journée. Puis j'ai eu d'autres signes comme ça. Puis je sais pas pourquoi j'ai appelé à Pelado. C'est moi qui ai appelé. Puis il y a eu quelqu'un qui a répondu aux maisons Pelado, là, c'est une maison de thérapie. Et la personne m'a juste dit qu'est-ce que j'avais besoin d'entendre. Puis à ce moment-là, la deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé mon frère, puis j'ai décidé d'être honnête avec lui. Puis d'y dire que j'étais sur une rechute, puis ça allait vraiment pas bien parce que tout le monde pensait que depuis ma première thérapie, c'était réglé, là, j'étais guéri. Là. Puis j'ai été capable de mentir puis me cacher parce que moi, les meetings, j'allais consommer. Mais les gens pensaient que j'étais dans un meeting. Fait que ça a été très difficile de reconstruire ce lien de confiance avec la famille. Mais j'ai décidé à partir de ce moment-là de juste être honnête. Puis j'ai vraiment montré ma vulnérabilité. Puis j'ai demandé de l'aide. Puis j'ai été chanceux parce que mon frère, il a été là pour moi. Tu sais, il m'a pas jugé. Il m'a dit, OK, on va tout faire ce qu'on peut pour t'aider. Puis à partir de ce moment-là, le lendemain, je suis rentré en thérapie. Ils m'ont accepté à Pelado. Au début, ils m'ont dit, on n'a pas de place. J'ai dit, si je rentre pas maintenant, je rentre plus jamais. Puis finalement, ils m'ont appelé. Il vient demain matin à 9 h. Puis c'était que j'avais peur. Puis à ce moment-là, je me suis dit, là, je vais mettre tous les efforts. Autant que j'ai mis d'efforts dans la consommation pour me détruire, là, je vais mettre tous ces efforts-là dans mon rétablissement. Tu sais, à ce moment-là, j'ai décidé de mettre mon rétablissement en priorité. Oui, c'est ça. Tu devenais la priorité de. Ton bien-être devenait la priorité numéro 1 dans ta vie. Tu sais. Oui, parce qu'avant ça, c'était quoi? La business, l'argent, le ci, le. Puis à un moment donné, je me suis dit, si je suis pas capable de me choisir moi puis mon rétablissement, je pourrais plus être là pour ma fille, je pourrais plus être là pour la business, je pourrais plus être là pour ma famille, je pourrais plus être là. Fait que ça a été comme un choix qui a été quand même assez simple à ce moment-là. Puis quand je l'ai fait vraiment pour moi puis pour peut-être les bonnes raisons, ça a été incroyable parce que quand je suis arrivé en thérapie, là, je m'étais dit, moi, je le connais déjà, le programme, puis ci, puis ça, mais j'ai vu toutes les choses d'une façon différente, d'un œil différent. On dirait que tu l'écoutes pas avec les mêmes oreilles exactement. Donc, tu as l'impression que c'est carrément un autre atelier si tu n'as jamais fait ou je sais pas Pire quoi. encore, mais Angelo, il y avait quelque chose de comme moi, j'ai pas fait plus qu'une thérapie, puis j'ai pas rechuté, tu sais, thank God. Là, moi, j'ai eu. Moi, là, la peur a été un gros moteur dans ma vie. T'sais. C'est la peur qui a fait que je me suis pas fait prendre par la police ou que j'ai pas été avec. Parce que dans les amis d'enfance, j'en ai qui ont frayé maintenant avec le côté criminel. C'est la peur qui a fait que je suis pas allé me hang out avec ces gens-là. La peur a souvent été un moteur. Et
peur m'a habité quand je suis sorti de thérapie. J'avais peur de la rechute. Beaucoup, j'ai encore peur de la rechute. Ça me fait peur. Des gens que j'ai... Mais je peux te dire quelque chose? Les gens qui me disent, là, quand ils finissent, là, ou qui sortent de thérapie, qui ont peur, disons que j'ai bien plus d'espoir pour eux que ceux qui sortent puis ils sont comme, Un bulletproof. je suis Ouais, je sais. guéri. Hey, ça va tellement bien, là. Je te dis, là, je me suis jamais senti comme ça. Ça me fait Ben peur. oui. Puis j'essaie de leur dire de façon douce que, écoute, en ce moment, ça va bien, mais ça se peut que ça aille mal. Puis j'espère que tu vas être prête. Parce que souvent, quand ça va bien, ça va bien. Mais quand ça commence à aller mal, le rétablissement, c'est pas long qui prend le bord. Puis, tu sais, c'est pas long que tu reprends le vieux chemin que tu connaissais. Là, tu sais. Une Notre cerveau est un petit peu. vieille trail tapée. On est la vieille trail tapée, exactement. C'est genre, tu sais, l'eau, elle va aller vers la Absolument. trail. Ben, c'est tranquillement pas vite, on va reprendre le même pattern. Puis c'est pas long, hein? On commence à reprendre les mêmes petits comportements. On commence à rappeler les gens qu'on avait comme mis de côté. Puis on se dit, c'est correct que cette fois-ci, je suis en contrôle. Puis c'est pas long que tout ce que ça prend, là, puis d'après mon expérience de la rechute, là, tout ce que ça m'a pris, ben, en tout cas pour moi, là, ça a été juste reprendre un verre. Elle me disait, regarde, ça fait 3 mois, 4 mois, j'ai pas consommé. J'ai pris un verre, c'était fini. Puis, J'étais plus capable de ceux m'arrêter. aussi, tu sais, quelques années plus tard, ceux qui me font encore plus peur que ceux qui rechutent une fois puis qui apprennent de leurs leçons, c'est les rechuteurs en série. Il y en a pour qui, là, ça les rend invincibles, tu sais. Que là, tu leur parles, puis euh, c'est comme s'ils se rendaient pas compte que ça les détruisait quand même. Tu sais, fait que... Mais c'est ça, des fois, il faut que tu frappes ton bas fond, right? Moi, il y a un gars que je connais qui a fait une thérapie. Il venait de sortir. Quelques semaines plus tard, il vient de rechuter. En fin de semaine, il est rentré à l'hôpital en psychiatrie. Puis, il a vraiment eu peur. Il pensait que c'était la fin. Fait que, tu sais, des fois, tu penses que t'es bulletproof, mais ça prend juste une mauvaise soirée, puis toute ta vie peut Complètement, changer, là. complètement. Euh, On- Fait que, tu sais, j'essaie de sensibiliser les gens. Puis, d'ailleurs, avec notre podcast, on a fait un épisode avec Étienne Boulay sur la rechute. Puis, c'est pas quelque chose qu'il faut minimiser, une rechute. Il faut pas dire, hey, c'est correct, si tu fais une rechute, l'important, c'est que tu reviennes. Faut pas minimiser ça. Ça peut être assez Mais ça peut être dévastateur. mortel. Tu sais, puis il y en a pour qui c'est Exact. mortel. Plusieurs, même plusieurs. Puis, tu sais, c'est quelqu'un m'avait déjà dit, puis c'est une statistique qui est documentée, mais que pour chaque porte-clés de 5 ans qui va être remis, tu sais, chaque célébration de 5 années d'abstinence et de rétablissement qui va être célébrée, il va s'être distribué au moins 10 000 porte-clés du nouveau. Fait que, tu sais, il ne faut pas penser que c'est un blessing qu'on soit capable de garder notre établissement puis notre abstinence en santé. T'sais. Puis d'ailleurs, puis là, ça fait. Je t'ai gardé trop longtemps, Angelo, avec moi. Puis, pour les gens qui écoutent, on a eu des petits problèmes techniques. Ça a été long avant qu'on débute tout ça. Une des dernières questions que je demande à mes invités, c'est toujours, là, 3 ans et demi plus tard pour toi, Angelo, quotidiennement, là, ça ressemble à quoi une diète saine d'abstinence, de sobriété et de rétablissement? Tu sais, qu'est-ce que tu dois faire pour occuper ta tête, ton corps, ton esprit pour garder cette abstinence-là, ce rétablissement-là en santé? Et j'adore ça, ta question, parce que je pense que il n'y a pas une personne, on est tous différents, Mhm. tu sais, puis il n'y a pas une personne qui le vit de la même façon. Fait que c'est cool que tu poses la question parce que des fois, on en parle, puis ça peut être une suggestion, une idée pour quelqu'un de dire, hey, je vais peut-être essayer ça, tu sais. Moi, c'est sûr et certain que je me suis fié beaucoup à vous autres quand j'ai commencé. Je me suis fié aux autres. Toi, qu'est-ce que tu fais? Hey, ça fait 5 ans que tu es abstinent. C'est quoi que tu fais? C'est quoi ton secret, tu sais? Fait que j'ai pris plein de suggestions, puis j'ai fait un beau melting pot. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des réunions. C'est sûr qu'il y a eu de vivre le programme, de faire un programme d'étapes. Je parle des 12 étapes. Il y a eu ça. Pour moi, c'est à chaque jour, j'essaie de faire mes gratitudes. J'essaie de. J'ai fait ça pendant longtemps. Là, j'essaie d'écrire 10 gratitudes le matin. En me levant, là,
10 choses pour lesquelles je suis dans la gratitude. Puis, même si je vivais comme plusieurs difficultés au début de mon rétablissement, le rétablissement, c'est pas linéaire, hein. Tu vas continuer à vivre des difficultés. Fait que juste ça, esprit que ça m'a aidé. Tu sais, juste de penser à hey, je suis en santé. Hey, là, en ce moment, j'ai 2 enfants. J'ai eu un bébé COVID, mais j'ai 2 enfants en santé. Hey, il fait beau dehors. Tu sais, juste les petites choses, de focuser sur les choses qui vont bien, ça, pour moi, ça a été essentiel. Euh, de m'entourer de personnes qui aiment gagner, qui sont des leaders, qui vivent dans l'abstinence, pour moi, ça a été la clé. Fait que, tu sais, si tu veux gagner, essaie de t'entourer de personnes qui gagnent. Mm-hmm. Fait que, tu sais, si j'avais continué à côtoyer des gens qui avaient mon ancien mode de vie, je pense pas qu'on serait ici pour se parler aujourd'hui. Fait que ça, c'est une autre chose qui est comme pour moi essentielle. De parler avec des gens qui sont en rétablissement. Aujourd'hui, là, j'ai parlé avec mon co-chambreur de ma première thérapie. J'essaie toujours de prendre un moment pour parler avec quelqu'un qui vit le rétablissement. J'ai un sober coach maintenant que je vois une fois par semaine. Tu sais, je fais plein de choses parce que je me dis, hey, j'ai mis combien d'efforts, on va dire en 10 ans de consommation, OK? Il y a eu 10 ans, là, de 23, on va dire, à 32, 33 ans. C'est là que la consommation s'est accélérée. Il faut au moins que je mette les mêmes efforts dans mon rétablissement que j'ai mis dans la consommation. Absolument. Puis, tu sais, j'ai pas choisi cette maladie-là, mais je peux choisir en tout cas de me rétablir. Puis je peux choisir de faire des actions positives. Fait que j'essaie de partager mon message. Aujourd'hui, je suis allé au restaurant. La fille, elle m'a dit, hey, toi, tu es dans le projet Grain d'espoir. Oui, elle dit, j'ai vu ça, c'est écœurant. Elle dit, moi, j'ai un meeting vendredi midi à Repentigny. Est-ce que tu serais là pour venir partager? Devine qu'est-ce que j'ai dit. Absolument. Absolument. J'ai jamais dit non à AA, j'ai jamais dit non à NA, j'ai jamais dit non à CA. À un moment donné, j'étais allé partager un dimanche matin à Shawinigan. J'étais allé partager à Saint-Anne des je sais pas quoi. Tu sais, je me suis promené partout, puis pour moi, ça a été vraiment important, cette implication-là. Fait que là, M'impliquer Angelo, dans tu m'as une parlé salle. de ta tête et de ton esprit. Qu'en est-il de ton corps? J'ai commencé, ça fait plus qu'1 an là, que je m'entraîne de façon quotidienne. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais des croyances que moi, je n'étais pas un athlète puis que je pourrais pas. Puis j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un gars comme Francis qui m'a donné la piqûre de la course. Puis je suis tellement fier parce que l'année passée, j'ai fait mon premier 10 km, une course organisée. Puis j'ai réussi à faire mon meilleur temps personnel. Puis là, je me suis inscrit dans 2 demi-marathons, Alex. Puis je te dis, là, je n'étais pas un athlète, là, loin de là, OK? Puis aujourd'hui, je suis allé voir mon médecin, puis on fait tout le review. Tu sais, ça, c'est des choses que je fais maintenant, là. Je vais voir les médecins de façon régulière, puis tout ça, pour des rendez-vous annuels. Elle m'a dit, ben, Monsieur Rubino, vous êtes un athlète. Elle dit, vous vous entraînez 5 fois semaine, vous allez faire 2 demi-marathons. Elle dit, oui, là, il faudrait voir un kinésiologue, il faudrait voir si, tu sais, faut que tu fasses attention maintenant à ton corps, parce que comme je t'ai dit tantôt, j'étais un gars excessif, moi. Je suis pas capable de prendre des journées de pause. Je suis trop excessif. Je suis pas capable de. Je suis pas un gars équilibré dans la vie. Il faut que quelqu'un me le dise. Je te montre la tu... quantité de médailles de Spartan Race que j'ai ici, tu sais. Ben, j'ai vu tes photos de Spartan Race. Je les ai vues sur Facebook. Je les ai stalkées. Fait que je savais qu'on allait se rejoindre puis, sur... Tu sais, là, j'ai eu la pandémie. Ben, juste pour te dire, l'été 2020, quand tout a fermé, dès que ça a dégelé à l'extérieur, dans cet été-là, j'ai couru 870 km avec la poussette avec mon garçon. Là, après ça, il y a eu comme un petit break, en fait. T'sais, on dirait que c'est moi qui ai cassé. Là, j'étais comme, OK, time out, là, c'est trop. Fait que l'hiver est arrivé, puis j'ai trouvé ça plus raide. Puis là, je recommence là, à courir un peu. Pas dehors, je trouve ça tough. Là. À 46 ans, je trouve ça un peu tough courir dehors. Là, c'est moi qui se vieillis, mais je cours en dedans. Par contre, les courses à obstacles, ça a été
vraiment, moi, j'ai jamais couru. Puis, tu sais, j'ai fait du barefoot running très minimaliste parce que j'avais jamais couru. Fait que Ouais. j'ai comme développé une technique là-dedans. Euh, mais la course à obstacles, en général, c'était le dépassement de soi par excellence. Tu sais, je cours dans la boîte comme un enfant, puis j'ai des obstacles. Fait que, tu sais, c'est comme le summum du bonheur, là. Euh, mais je t'entends, tu sais, j'adore ça. Tu sais, moi, c'est pour le corps, pas nécessairement la course, mais l'activité pour oxygéner le cerveau, là, n'importe quelle activité choisie, là, euh, c'est vraiment quelque chose que. Puis, tu sais, tout d'un coup, que certains de tes. Certaines de tes qualités compulsives, parce que c'est des qualités, là, pour, by the way, là, tu sais, Angelo et moi, là, travaillons en business en général. Je suis un directeur de compte, je travaille en vente pour une compagnie internationale. Angelo est entrepreneur. À un moment donné, il faut qu'on apprenne à embrasser certaines de ces comportements compulsifs-là parce que si ce n'était pas de ces comportements compulsifs-là, je ne serais pas un directeur de compte à succès et Angelo ne serait pas un entrepreneur à succès. Tu sais. Ça fait partie des personnalités. Puis moi, il a fallu, après 5 ans d'abstinence, que j'embrasse ça, puis que je dise, ouais, on Christ, tu sais, je pourrais pas me débarrasser de. Je suis un gars all-in dans la vie. Je suis un gars, il y a pas beaucoup de tons de gris. C'est tout noir, tout blanc. C'est 100 ou zéro. Tu sais. C'est de même. Il faut que je fasse attention. Moi, je peux vomir des Skittles parce que j'en ai trop mangé. Tu sais. Je suis capable de faire ça. Tu sais. Fait que quand j'ai fait les courses à obstacles, ma femme a fini par dire, Alex, elle dit là, c'est parce que on est allé à Killington, au Vermont. On est allé à Boston. On est allé parce que tu voulais aller courir dans un tunnel plein de gaz lacrymogène pour faire les Tough Mudder. Tu voulais aller pogner des chocs électriques, tu sais, puis je me souviens qu'on revenait, je pense, de la route, puis le bébé était jeune, puis on est descendu à Boston pour une course. Puis elle m'a filmé en train de descendre un poteau avec du feu. En tout cas, c'était une affaire de fou. Puis en revenant sur la route, tu sais, notre gars, mon fils, il trouvait ça ordinaire, la route, là, tu sais, il pleurait, puis tout ça. Puis ma blonde m'avait dit, ouais, elle dit là, va falloir que tu choisisses un peu, tu sais, tes courses. Tu sais, c'est un peu beaucoup, je trouve, tu sais. Puis elle avait raison, tu sais, parce que la swing était partie d'un course, tu sais, puis là, c'était plus arrêtable, tu sais. Un peu comme elle m'a appelé une fois pendant la pandémie où ce que j'ai couru tant. Puis elle m'a dit, t'es où, là, Alex? Tu sais, ben, je dis, je cours avec la poussette. Tu sais, je suis allé courir, là, comme je le fais tous les jours. Mais elle dit, parce que ça fait 2 heures que t'es parti. Tu sais. Puis j'ai Wow. réalisé que j'étais à 18,9 km de course avec mon fils dans le Toulet. Puis que je m'en étais pas rendu compte. Puis que j'y ai dit, j'écoute, je vais me rendre à 21 parce que c'est un demi-marathon, puis parce que c'est cool que dans mon Strava, ça va être écrit un double marathon, là, tu sais, un demi-marathon. Mais I'm bored. Tu sais, je m'ennuie, fait que je m'en viens, tu sais. Fait que j'ai fait le tour du bloc 2, 3 fois. J'ai fait check à 21, puis je suis rentré à la maison, puis j'ai dit, c'est pas croyable. Tu sais, j'étais perdu dans un podcast, puis j'ai couru euh, 21 km avec la poussette. Tu sais. Fait que Hein, il y a quelque chose de c'est thérapeutique fou. puis de C'est méditatif de fou. faire ça. J'ai découvert ça, là, justement, d'écouter un podcast, d'écouter Cold Turkey. J'ai écouté ton entretien avec Jean-Claude. C'était un long entretien, je pense, 1 h Oui, 45. Ça se peut-tu? absolument. En courant, en courant. Fait que si jamais les personnes qui t'écoutent n'ont jamais fait ça, je leur suggère d'essayer ça. C'est magique. Puis Ça transporte. ça peut donner la piqûre, en tout cas. Absolument. Puis ça transporte, tu sais, moi, à un moment donné, j'oubliais que, tu sais, soit mes genoux, mes cuisses me faisaient mal ou autre. Tu sais, tu te perds complètement, puis à un moment donné, tu réalises, my God, ça fait 1 heure que je cours, puis j'ai rien senti. Angelo, quand je conclus là-dedans, il y a plusieurs choses. La première, peut-être rappeler aux gens Grain d'espoir, ton podcast. Grain d'espoir, le projet de Oui. café avec le brossard, le torréfacteur brossard. Tout ça se trouve sur rubinoshows.com/grain d'espoir. Euh, Slash espoir. Espoir. E-S, Espoir, juste espoir. Puis là, vous allez avoir tous les détails. Puis vous pouvez acheter du café en ligne. Naturellement, tous les fonds vont pour payer des thérapies à des gens qui n'ont pas les moyens
Moi, j'ai été chanceux d'aller dans une des meilleures thérapies sûrement au Québec, comme toi, à Jean-Lapointe. Moi, j'étais allé à Maison Mhm. Pélado. Mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer une thérapie. C'est rendu C'est cher, très hein. dispendieux. C'est entre 4 500 à 5 500. Alors, nous autres, on s'est dit, on va essayer de lever des fonds pour payer des thérapies à des personnes, puis ça peut carrément changer leur vie. Et je t'invite à faire ça. Puis, on a aussi le podcast qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming, autant en audio qu'en visuel. Fait que je pense qu'on a travaillé fort pour avoir un beau produit. Puis ça s'écoute bien dans la voiture, autant qu'en visuel sur YouTube. C'est facile. Si vous tapez Grain d'espoir, vous allez tomber directement sur le podcast. C'est sur la chaîne YouTube de Rubino. Et le podcast, ben, c'est sur une chaîne séparée. Là, c'est Grain d'espoir, autant Apple Podcast, Spotify et toutes les autres plateformes que vous aimez. Fait que pour ça, encore une fois, je dois juste remercier Francis Parent-Valiquette parce que c'est lui qui travaille le plus fort, je pense, dans ce Et qui projet-là. est un Les autres, on des, est là et puis on qui est un des s'amuse. podfathers, là, si je comprends bien aussi. Là. Ça fait une secousse qui fait ça, lui, du podcast, Francis. C'est... Ben, écoute, moi, je le connaissais parce que lui, il avait fait la programmation de notre premier site web transactionnel. Lui, c'est un programmeur OK. à la base. Puis à un moment donné, on a migré vers Shopify, puis il nous a aidé à faire la transition. Puis c'est un gars qui est toujours là pour aider, qui est très cool. Et à un moment donné, j'apprends qu'il s'est lancé dans la production de podcasts, puis que lui faisait ses podcasts, puis son but c'était de, si on veut, accompagner des gens qui voulaient se lancer dans leur podcast. Puis, ben, moi, j'ai eu envie d'essayer ça. Puis, écoute, j'aurais jamais pensé qu'on serait arrivé au point où est-ce qu'on a 5 000 downloads par épisode, puis ça, c'est en audio, puis qu'on a 40 000 C'est fou. views sur YouTube. Je savais pas c'était quoi parce que moi, je n'étais même pas un fan vraiment de podcast, Alex. Mais apparemment qu'au Québec, c'est des C'est beaux des beaux chiffres. chiffres, effectivement. Fait que Je t'envie. j'étais vraiment fier du travail parce que quand j'ai commencé de façon naïve, j'ai dit, nous autres, là, on va avoir 10 000 views sur YouTube. Puis, tu sais, Francis, il m'a regardé, tu sais, puis il y avait beaucoup d'empathie, mais quand on s'est rendu là, puis peu importe la façon qu'on s'est rendu là, right, j'ai réussi par la bande à rencontrer Marie-Pierre. Elle a vu le projet qu'on faisait de podcast. Elle a dit, c'est donc ben hot. Ça lui a donné l'idée. Tu sais, il y a eu comme plein de circonstances, sauf que, hey, on s'est rendu là. Fait que Ah non, pour ça, mais je suis vraiment moi, reconnaissant. Angelo, Puis, je veux juste te dire que, tu sais, on en parlait avant qu'on commence l'enregistrement. Tu sais, moi, là, j'ai commencé ce projet-là, tu sais, avec une bobine de duct tape, puis, tu sais, un budget assez modeste dans un contexte de podcast, là, je veux dire, là, tu sais, avec le budget personnel modeste de Cold Turkey pour Cold Turkey par Cold Turkey, là, tu sais. So, tu sais, one man army, geeky un peu, qui check ses affaires, puis qui finit par lancer ça, tu sais. Euh, Merveilleux, le projet, mais, tu sais, que tu mettes la sobriété sur la carte parce que vous êtes un trio génial et qui avait en plus un reach. Moi, là, tu sais, c'est hats off puis kudos to you guys. Tu sais, vraiment, tu sais. Parce que dans l'exercice de. ben, j'apprécie ça parce que il y a des gens qui. Moi aussi, je suis du type quand il y a des gens qui font quelque chose de bien ou qui ont un certain succès, à être content pour eux. Puis il y a d'autres mondes qui sont juste comme jaloux ou comme ils ont du ressentiment ou ils pensent que, tu sais, les autres, c'est mieux ou ils auraient pu le faire. Mais c'est vrai que c'est plus difficile qu'on pense. Puis moi, je te lève mon chapeau parce que tu fais tout seul, Alex. Puis honnêtement, tu as une job à temps plein, t'es papa. Je sais pas comment tu fais. Tu sais, moi, là, j'ai le beau jeu parce que je viens m'asseoir, je parle avec toi, je viens m'asseoir. Dimanche, on enregistre 2 épisodes de podcast. Mais là, quand je vais arriver, moi, le setup va être Ben fait. oui. Je vais m'asseoir sur mon cul, puis je vais parler pendant 1 heure. Puis, tu sais, ma job est finie, là. Mais je sais que c'est tout ce qui vient en arrière qui est difficile. Fait que moi, je te lève mon chapeau, puis j'espère que tu vas continuer ton Pas podcast parce fini. que J'ai pas fini. moi, en tout cas, ça m'aide. Merci. Moi, en tout cas, tu m'as aidé, puis j'ai écouté tes épisodes, puis c'est la raison pour laquelle je suis ici ce soir là, pour y participer, parce que c'est un fichu beau projet, puis je pense qu'il devrait y avoir plus de projets comme ça, plus de gens qui s'entraident, puis
as eu des invités, des super bons invités. Puis moi, il y a des gens que tu dis, tu cours après eux. Mais je vais leur parler, je vais leur dire, hey, vas-y, je le connais, Alex, chic Très type, fin. puis super beau projet. Très Fait apprécié. on peut s'aider Absolument. Moi, mutuellement, puis cette c'est ça le communauté-là, rétablissement. euh, elle se doit de non seulement démocratiser, mais d'enlever les tabous de ça. T'sais. Il faut que les gens qui m'écrivent, ils vont m'expliquer que il y a des gens qui m'ont écrit en privé pour me dire j'ai eu de la misère à rentrer dans les salles de meeting parce que j'ai senti que c'était trop rigide. J'ai eu peur des fraternités anonymes. J'ai eu peur. Bon, mais maintenant, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour dire aux gens comment qu'on va rendre ça accessible, comment qu'on va arrêter, parce que c'est vrai que de l'extérieur, quand tu roules sur la rue, puis tu vois une petite pancarte avec, plastifié un peu cheap, qui est écrit à note dessus avec 18 gars qui fument des cigarettes jusqu'au botch, devant la porte, c'est vrai que Ça ça peut peut être être intimidant. intimidant, puis je les comprends, ces gens-là. Fait que c'est ton projet, mon projet, puis les autres projets, Wasub, Sober Lab, pour pas les nommer, là, tous ces gens-là que moi je connais, que j'ai vu aller, de dire, allez écouter, vous allez voir, on est tous du bon monde, puis qu'on va tous être capable de rendre ça accessible puis disponible. Puis la dernière chose que je vais dire aussi, un espresso avec Angelo, un autre projet que tu mènes, je trouve ça super cool ce que tu fais là-dedans aussi, très human, très people, puis moi, ce genre de projet-là aussi, je trouve ça très intéressant. Et puis, Hey, puis Alex, le seul but du podcast, là, un espresso avec Angelo, c'était d'avoir des conversations authentiques avec des gens de tous les milieux. On a eu des athlètes, il y a eu Annie Pelletier, on a eu des journalistes, on a eu des gens d'affaires. Puis les questions, c'est toujours au niveau de, hey, comment tu fais pour, est-ce que tu as un équilibre, toi, dans ta vie entre la famille, le travail, puis la santé? Tu sais, qu'est-ce que tu fais pour ton REER santé? Qu'est-ce que tu fais pour, c'est quoi, comment est-ce que tu fais pour trouver un équilibre si t'en as un? Puis j'ai eu des conversations juste sur ça qui n'avaient aucun rapport avec le rétablissement, qui n'avaient aucun rapport avec juste la business. C'était ça qui m'intéressait. Puis on a réussi à faire un podcast alentour de ça. Fait qu'il y a eu des épisodes qui sont très en lien, disons, avec absolument. le rétablissement. Fait que c'était toujours en lien avec ça. Hein. C'était toujours en lien avec recovery. Mais comme, Puis comme la je question de te la dirais, diète, la question que je pose sur la diète, sur qu'est-ce qui fait que tu as une diète saine d'abstinence puis de rétablissement, puis de. C'est pas. Oui, tu vas avoir tes gratitudes, mais les gratitudes, c'est un sidetrack. Ce qui est en direct lien, c'est les meetings, mettons, puis les étapes que tu travailles. Mais sur les sidelines de ça, ben, il y a un espresso avec Angelo, ce que tu discutes de l'équilibre. ouais, mais c'est ça, tous ces projets-là, c'est bon pour mon Exactement. rétablissement. Exactement. Fait que j'ai décidé de faire, ça c'est quand j'ai décidé de me choisir, puis de faire ce qui me plaisait. Ben, j'ai commencé à faire plus de choses qui me faisaient du bien, mais qui n'allaient pas nécessairement avoir des retombées économiques. Je ne vais pas devenir millionnaire avec ça, Ben là. non. Tu sais, mais je le faisais pour moi. Puis, c'est que j'aime ça. Fait que c'est devenu un hobby, le podcast. Puis, je savais pas, moi, que dans le fond, il y a 4 ans que j'allais même toucher à ça. Fait que ça m'a permis de rencontrer tellement de monde. Juste ça, là, ça Ça n'a n'a pas pas de de prix. prix. Fait que, écoute, Merci. merci, Merci Alex. à toi pour ton temps, Angelo, vraiment. Puis écoute, longue vie à Grain d'Espoir, longue vie à tous tes projets. Puis on va se revoir, ça c'est certain. On est dans le même écosystème maintenant, fait qu'on va se recroiser certainement. Puis tiens Cold Turkey informé des projets de Grain d'Espoir parce que je mets pas de côté des collaborations futures. Ben oui, écoute, ça me ferait plaisir de faire une collaboration. Puis on a tellement un bon reach. Hier, on a mis en vente une tuque qui était pour lever des fonds pour le projet. Puis on avait 300 tuques. En 2 heures, il était sold C'est fou. out. On a mis ça en ligne. On les a reçus lundi matin dans notre warehouse. Marie-Pierre est venue. On a fait une photo d'elle pour mettre le produit en ligne. Pendant que l'équipe est en train de mettre le produit en ligne, on a fait un live pour dire hey, dans quelques heures, la tuque va être disponible, blablabla, allez vous procurer ça. Wow. J'étais allé me coucher.
puis c'était sold out. Dans le fond, aussitôt qu'on l'a mis en ligne, ça a pris quelques 2 heures, je pense, puis c'était tout vendu. Incroyable. Puis là, les gens nous disaient, hey, est-ce que vous pouvez en commander d'autres? Est-ce que vous allez en avoir d'autres? Fait que ça me fait réaliser que, ouais, on a vraiment un bon reach, puis il faut utiliser ça pour transmettre un message qui est positif, puis pour aider le plus de monde. Puis moi, je pense que si on en parle, puis tu sais, je veux juste finir en disant que si tu souffres, il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Il n'y a aucune honte à dire j'ai besoin d'aide. Puis c'est sûr qu'il y a quelqu'un à quelque part qui est là pour t'aider. Puis la meilleure personne pour t'aider si tu souffres d'une dépendance, ben c'est pas un docteur, c'est pas un thérapeute, c'est un autre dépendant, mais qui est en rétablissement. Absolument. Selon moi, là, ça, c'est la meilleure personne pour t'aider. Fait que sur ce, merci pour ton écoute. Et je te dis à la prochaine, mon Salut, Alex. à la prochaine. Bye bye. Thank you, Bye. sir.